Méfiez-vous d'un vieil homme dans un métier où les hommes meurent habituellement jeunes. Ceci est une citation célèbre de l'écrivain Kevin Lutz sur la guerre, ou plus précisément sur son roman Infantry Warfare. Cependant, elle peut aussi s'appliquer à des systèmes d'armes incroyablement anciens, mais néanmoins redoutables, comme le B-52 Stratofortress. Le bombardier au nom le plus cool refuse simplement de mourir. Bien qu'il soit le bombardier stratégique en service le plus ancien au monde, avec plus de 70 ans d'activité, et malgré l'arrivée du B-21 Raider, qui remplacera le B-2 Spirit et le B-1B Lancer, le Stratofortress est loin d'être fini. La cellule désormais ancienne a tout simplement été conçue pour durer grâce à son incroyable capacité de modification et de mise à niveau, son autonomie impressionnante et sa charge utile d'armement démesurée. Le Stratofortress a survécu à une douzaine de bombardiers plus récents et avancés technologiquement. Ce fait en surprend beaucoup, et si vous cherchez la question principale sur Google, vous verrez des milliers de discussions en ligne, ou peut-être même cette vidéo aujourd'hui. Le fait que le Stratofortress vole encore malgré les pressions extérieures n'est cependant pas si surprenant quand on sait que l'armée de l'air a essayé de l'annuler une douzaine de fois avant même que le premier dessin ne soit réalisé. Alors, découvrons-le ensemble, d'accord ? L'introduction la plus compliquée jamais vue. Juste après la Seconde Guerre mondiale, l'armée de l'air américaine voulait investir massivement dans ses bombardiers. Après la guerre, les tensions restaient fortes, craignant un nouveau conflit en Europe ou en Asie. Tandis que l'URSS, ex-allié des États-Unis, développait des armes nucléaires et installait des gouvernements satellites dans les territoires occupés. Cela a amené les dirigeants américains à penser que, maintenant que les Allemands et les Japonais étaient hors jeu, un conflit entre les Soviétiques et les Américains n'était pas seulement possible, mais probable. Tout cela s'est développé très peu de temps après les bombardements nucléaires d'Hiroshima et de Nagasaki, qui comptent parmi les événements les plus marquants de l'histoire de l'humanité, car ils ont à jamais changé la façon dont nous, en tant qu'espèce, percevions la dissuasion militaire et l'ampleur de notre capacité de destruction. Au même moment, l'USAF se remettait encore des pertes massives de bombardiers subies pendant la Seconde Guerre mondiale, qui s'élevaient à environ 8000 appareils. Au fait, si jamais vous avez envie d'une anecdote qui paraît folle aujourd'hui, le nombre d'avions détruits pendant la Seconde Guerre mondiale est supérieur au nombre d'avions existants actuellement. Les pertes de bombardiers allemands, britanniques et américains atteignaient près de 40 000 appareils, et cela ne concerne que les bombardiers. Le total des avions perdus par tous les camps est presque inimaginable. Je suis allé récemment à l'Imperial War Museum, et ils avaient cette grande vitre, toutes ces grandes plaques de verre, avec chaque petit avion dessus, représentant un bombardier perdu du côté américain. Et c'était fou, c'était immense. Bref, revenons au sujet principal. Après la fin de la guerre, le Convair B-36 Peacemaker était dans les dernières phases de développement, tout comme le North American B-45 Tornado, le Boeing B-47 Stratojet et le B-50 Superfortress. L'armée de l'air savait qu'elle pouvait compter sur ces bombardiers pour les années à venir, tout en devant s'appuyer entre-temps sur le B-29 Superfortress et le Consolidated B-24 Liberator. L'importance des bombardiers était évidente et leur rôle crucial. L'armée de l'air voulant reconstituer ses effectifs et renforcer ses capacités pour pouvoir livrer la puissance du soleil aux foyers soviétiques si nécessaire. C'est là que le B-52 Stratofortress est entré en jeu. En novembre 1945, l'armée de l'air a soumis une demande de conception pour un bombardier à long rayon d'action, qui pourrait avoir un rayon d'action de 5000 miles, soit 8000 km, à une vitesse de 300 miles, soit 480 km à l'heure, et avec une capacité de charge utile de 10 000 livres, soit 4 tonnes et demie. En d'autres termes, l'armée de l'air voulait un avion capable de transporter une autre bombe nucléaire Little Boy beaucoup plus loin que ce que le Superfortress Enola Gay avait fait le 6 août 1945. Le rayon d'action total du Superfortress n'est que de 3250 miles, soit un peu plus de 5200 km. C'est pourquoi l'Enola Gay a dû décoller de l'île de Tinian ce matin fatidique, à seulement 1700 miles de Hiroshima. Le programme de bombardier de l'armée de l'air, menant au Stratofortress, visait à supprimer la dépendance aux bases alliées. De nouveaux bombardiers devaient pouvoir décoller des États-Unis, bombarder l'ennemi et revenir à la base en une seule mission. Le besoin d'un bombardier performant date de juin 1945, alors que le théâtre du Pacifique restait actif. Les forces aériennes de l'armée ont alors demandé au commandement du matériel de construire un bombardier répondant à ces exigences après la guerre. Boeing a d'abord proposé un modèle à aile droite qui pesait la somme impressionnante de 360 000 livres, soit 160 tonnes, ce qui répondait à tous les critères sauf pour l'autonomie, qui était limitée à 3110 miles, soit un peu plus de 5000 km. C'était pourtant le choix le plus proche des attentes de l'armée de l'air, si bien que Boeing décrocha le contrat en 1946. À l'insu de Boeing, en signant ce contrat, l'entreprise embarquait dans des montagnes russes de refus et de modifications de conception. Tout d'abord, l'armée de l'air n'aimait pas la taille du bombardier, alors Boeing l'a réduite à 230 000 livres,
soit 100 tonnes, et a réduit le nombre de moteurs de 6 à 4. Seulement 2 mois plus tard, l'armée de l'air a déclaré qu'une vitesse de croisière de 400 miles, soit 640 km/h, était impérative, ce qui a poussé Boeing à agrandir une nouvelle fois le modèle, revenant maintenant avec un troisième modèle de 300 000 livres, soit 140 tonnes. Un mois plus tard, l'armée de l'air cherchait activement à donner le tournis aux ingénieurs de Boeing en exigeant une portée ridicule de 12 000 miles, soit 19 000 km. C'était une demande insensée à l'époque, car aucun autre bombardier au monde ne pouvait se vanter d'une telle endurance, ni même s'en approcher. Le rival le plus proche n'arriverait qu'au milieu des années 1950, sous la forme du Tupolev Tu-95, qui est essentiellement l'équivalent soviétique du Stratofortress. Boeing ne pouvait pas répondre à cette exigence, mais pouvait livrer un bombardier lourd à longue portée, capable d'utiliser des armes conventionnelles et nucléaires. Cependant, au moment où Boeing s'est mis d'accord avec l'armée de l'air, il était déjà 1947 et près de 2 ans s'étaient écoulés depuis la demande initiale. L'armée de l'air était désormais sur le point d'intégrer le Convair Peacemaker. On pensait que si le Stratofortress n'impressionnait pas par son autonomie, il serait inutile et probablement déjà dépassé par le Peacemaker avant son achèvement. Boeing a bénéficié d'une période de grâce de 6 mois pour trouver comment améliorer le Stratofortress, et la société est revenue avec un modèle amélioré, offrant un rayon d'action de 5000 miles, soit 8000 km, nettement supérieur à celui des Peacemakers. Croyez-le ou non, même cette refonte ne satisferait pas l'armée de l'air. Alors que les ingénieurs de Boeing s'arrachaient les cheveux, croyant qu'il s'agissait d'une plaisanterie très élaborée, l'armée de l'air a obtenu son indépendance de l'armée de terre et organisé son premier comité de bombardement lourd pour évaluer ses programmes. Le comité a estimé que la vitesse était aussi cruciale que l'autonomie, poussant l'armée de l'air à modifier encore les caractéristiques et à exiger un bombardier destiné à des missions spécifiques. Doté d'une autonomie de 8000 miles, près de 13 000 km, et d'une vitesse de croisière de 500 miles, plus de 800 km/h. L'armée de l'air a voulu annuler le contrat de Boeing, mais le président de Boeing a protesté auprès du secrétaire de l'armée de l'air, qui a finalement renoncé à l'annulation. Suite à cela, l'armée de l'air a étudié d'autres alternatives, comme un bombardier de taille moyenne qui dépendrait du ravitaillement en vol, ou des conceptions d'ailes volantes. Mais il a finalement été décidé que ces options n'avaient pas été suffisamment explorées, et n'étaient donc pas aussi fiables qu'un bombardier conventionnel. À contre-cœur, et au grand désarroi de nombreux membres de l'armée de l'air, en mars 1948, 2 ans et demi après la demande initiale de conception d'un bombardier lourd, et après apparemment 1 milliard de refus, Boeing a finalement été autorisé à passer à la deuxième phase du développement, qui comprenait la conception, la construction de 2 prototypes et les essais. Feu vert donné, l'armée de l'air a transmis ses dernières exigences. Le poids du bombardier ne devait pas dépasser 280 000 livres, soit 127 tonnes. Le bombardier devait avoir une portée de 6900 miles, soit 11 000 km, et pouvoir transporter 10 000 livres de bombes. Ils étaient loin de se douter que le Stratofortress non seulement remplirait, mais dépasserait toutes ces exigences. Derrière chaque méga-projet se cache un investissement massif, ce qui nous amène au sponsor d'aujourd'hui, Mintos, une plateforme d'investissement où vous pouvez commencer à investir avec seulement 50 €. Mais avant de vous en dire plus, démystifions 2 idées reçues courantes sur l'investissement. Mythe numéro 1. Les actions sont le seul moyen de faire croître régulièrement votre épargne. Eh bien, les actions sont volatiles. L'indice américain S&P 500 subit de fortes baisses chaque année et en 2025, il a chuté de près de 19% avant de se redresser. Cela peut être stressant et amener de nombreux investisseurs à faire des erreurs coûteuses dictées par l'émotion. Mythe numéro 2. Les actifs à revenus fixes sont complexes et inadaptés aux investisseurs ordinaires. En réalité, investir dans le revenu fixe est plus simple que vous ne le pensez. Le marché européen des investissements alternatifs de détail a presque doublé en seulement 5 ans. C'est là que Mintos entre en jeu. Mintos est une plateforme facile à utiliser qui vous permet d'investir dans des prêts, des obligations et de l'immobilier en seulement quelques clics. L'objectif est simple, gagner un revenu régulier sans dépendre des fluctuations du marché boursier et répartissez les risques. Les prêts sur Mintos ont offert un rendement net annuel moyen de 8,8% depuis 2015, ce qui est supérieur à un compte d'épargne. Mintos a été fondé en 2014 et compte plus de 700 000 investisseurs à travers l'Europe, gérant plus de 800 millions d'euros d'actifs pour les investisseurs. Commencez à investir avec seulement 50 € et optez pour une gestion entièrement automatisée ou prenez le contrôle total. Pour recevoir un bonus de bienvenue exclusif, scannez le QR code ou cliquez sur le lien dans la description. Commencez à investir dès aujourd'hui avec Mintos. La conception qui a séduit les cœurs et les esprits. Le modèle d'avion qui allait finalement devenir le B-52 Stratofortress s'appelait modèle 464, et les ingénieurs de Boeing ont réalisé près d'une douzaine de versions du modèle, avant de finalement s'arrêter sur le modèle 464-49.
Le plus grand problème de conception, en dehors de la portée, de la vitesse et de la question de savoir s'il serait prêt à temps, concernait les moteurs. Lorsque la demande de conception initiale a été émise en 1945, l'instruction était de ne pas utiliser de moteurs à réaction, car leur consommation élevée de carburant, bien moins efficace que celle des moteurs à réaction modernes, limiterait considérablement l'autonomie du bombardier. L'armée de l'air ayant fait traîner les conceptions de Boeing pendant près de 3 ans, la technologie avait évolué en 1948 et la réflexion avait changé. L'armée de l'air a demandé aux ingénieurs de Boeing, qui avaient soumis leur dernière conception sans même penser aux moteurs à réaction, de trouver maintenant un moyen d'intégrer des moteurs à réaction dans leur conception. La décision d'utiliser des turboréacteurs et la recherche d'un moyen de les intégrer se sont faites en un week-end. Les représentants et ingénieurs de Boeing ont rencontré les représentants de l'armée de l'air le jeudi 21 octobre 1948 pour tenir une dernière réunion et se mettre d'accord sur certaines spécifications du Strata Stratofortress quand l'armée de l'air leur a annoncé le passage au turboréacteur. Les représentants de Boeing se sont retirés dans une chambre d'hôtel pour le week-end et dès lundi présentaient un nouveau bombardier et un rapport de 33 pages sur les turboréacteurs. Ce rapport a scellé le sort du B-52 en convainquant l'armée de l'air d'adopter les moteurs à réaction. De tout premier Stratofortress serait propulsé par 8 turboréacteurs Pratt & Whitney J57. La première version de ces moteurs, le J57P1W, fournissait au Stratofortress une poussée de 10 000 livres chacun, soit un total de 80 000 livres de poussée, ou 392 kN. Les variantes ultérieures seraient équipées de turboréacteurs plus récents et plus puissants. La version actuelle, le B-52H, utilisant les turbosoufflantes Pratt & Whitney TF33P3, qui sont plus silencieuses, plus efficaces, et offrent au Stratofortress une poussée maximale totale de 136 000 livres. Ces turboréacteurs utilisent l'injection d'eau pour accroître la poussée au décollage et à basse altitude. D'où la nécessité pour le Stratofortress d'emporter 360 gallons d'eau dans un réservoir du fuselage. Les 8 turboréacteurs sont installés par paire sur 4 pylônes sous le bord d'attaque de l'aile. Outre la propulsion du Stratofortress, ils jouent aussi un rôle de barrière aérodynamique pour les ailes. Les barrières aérodynamiques, fixées sur le bord d'attaque des ailes des avions à aile en flèche comme le Stratofortress, préviennent les problèmes de décrochage. Quand un avion à aile en flèche ralentit jusqu'à la vitesse de décrochage, l'angle de 35 degrés des ailes du Stratofortress force l'air à se diriger latéralement vers le bout de l'aile. En temps normal, la portance aux extrémités des ailes en flèche force le nez de l'avion à piquer, car ses extrémités ne sont pas alignées avec son centre de gravité. Quand les extrémités des ailes décrochent, le pilote perd la force abaissant le nez et la portance, déséquilibrant l'avion et faisant monter le nez. Cela entraîne un décrochage de l'avion, car il est très difficile pour le pilote d'en sortir. Les barrières de voilure, comme les moteurs du Stratofortress, retardent ou empêchent parfois complètement ces effets. Les nouveaux moteurs à réaction, en plus de servir de barrière de voilure, devaient améliorer les performances en altitude et vitesse, résoudre certains problèmes non résolus d'aérodynamique des hélices et de contrôle, et prolonger la durée de vie du Stratofortress. Et cette dernière partie, il s'est avéré qu'elle était tout à fait juste, n'est-ce pas ? Cependant, le turboréacteur J57 était développé en même temps que le Stratofortress. Et dans son état actuel en 1949, il semblait que 8 turboréacteurs ne donneraient au Stratofortress qu'un rayon d'action de combat d'environ 3100 miles, soit 5000 km, ce qui est moins de la moitié de ce qui avait été promis. Le général Fairchild, vice-chef d'état-major de l'armée de l'air, a alors sérieusement envisagé d'annuler le programme pendant la construction des 2 premiers prototypes. L'armée de l'air envisageait encore d'annuler le Stratofortress. Je ne sais pas. Nous avons perdu le compte. Boeing a alors proposé un nouveau modèle de l'appareil, celui-ci pesant 390 000 livres et ayant une portée de près de 4400 miles, tout en promettant qu'avec les futures améliorations des moteurs et de la cellule, il dépasserait 4800 miles, soit 7700 km. L'armée de l'air a accepté cette proposition et c'était, croyez-le ou non, la toute dernière tentative d'annuler le Stratofortress. Le design final serait appelé modèle 464-67. Le design final, tout comme tous les modèles précédents, s'inspirait beaucoup du B-47 Stratojet, et comme ce programme avait ses propres retards, et que le produit final présentait ses propres défauts, Boeing a réussi à tout corriger avec le B-52. Le Stratofortress a subi de nombreux tests. Il a passé 670 jours dans la soufflerie de Boeing, avec 130 jours supplémentaires de tests aérodynamiques et aéroélastiques, chaque pièce étant testée individuellement avant d'être installée à bord du bombardier. Ainsi, la plupart des vols d'essai ont signalé aucune défaillance de l'avion, ce qui est très rare. Le B-52B, la première variante du Stratofortress, a réellement servi dans l'armée de l'air, puisque la version 1 n'a été utilisée que pour les essais, pesait 272 000 livres, soit 123 tonnes en configuration de combat. L'appareil pouvait décoller avec un poids maximal de 420 000 livres depuis une piste de 8200 pieds, soit 2,5 km. Sa vitesse moyenne était de 520 miles, soit 835 km/h.
bien qu'il puisse par à-coup atteindre des vitesses allant jusqu'à 628 miles, soit un peu plus de 1000 km/h. Les chiffres n'ont pas beaucoup changé avec les variantes ultérieures. Ce qui a changé cependant, c'est le chiffre important, celui qui préoccupait le plus l'armée de l'air. L'autonomie. Le B-52B avait une autonomie de combat de 3570 miles, soit 5750 km. Le B-52H moderne a une autonomie de 8800 miles, soit 14200 km, tandis que son autonomie de convoyage est nettement supérieure. Une partie de la raison pour laquelle le Strata Stratofortress possède une telle endurance réside dans l'altitude à laquelle il opère. Son plafond opérationnel de 50 000 pieds, 15 km, permet au Strata Stratofortress de voler dans un air très raréfié, réduisant la traînée et améliorant ainsi son efficacité énergétique par rapport aux avions à plus basse altitude. Cela a été rendu possible grâce à l'utilisation d'une aile réservoir, qui a été introduite pour la première fois avec la variante B-52G. Une aile réservoir intègre des réservoirs de carburant qui augmentent l'autonomie. Et les ailes redessinées permettent d'utiliser des réservoirs externes de 700 gallons qui remplaçaient le réservoir d'aile auxiliaire de 3000 gallons des premiers modèles de B-52. Un réservoir d'eau de 12 000 gallons a aussi été installé pour l'injecteur. Le seul changement majeur du B-52H fut l'adoption de nouveaux turboréacteurs à double flux, plus économiques et augmentant l'autonomie. La taille du Stratofortress et ses dimensions sont restées les mêmes au fil du temps, à 1 pouce près. La version moderne du bombardier mesure 159 pieds et 4 pouces, soit 48,5 mètres de long, avec une envergure de 185 pieds, soit 56,4 mètres. L'appareil nécessitait initialement 5 membres d'équipage. 2 pilotes, un opérateur de contre-mesure électronique, un opérateur de tourelle arrière avec mitrailleuse de calibre 50, un navigateur et un navigateur radar bombardier. Tous les Stratofortress ont rencontré des problèmes de fatigue structurelle en raison de la vitesse et de l'altitude auxquelles ils opéraient, les variantes G et H étant encore plus sensibles à ce phénomène à cause de leurs ailes réservoirs. À cause de cela, tous les appareils ayant dépassé 2000 heures de vol devaient entrer dans un programme de réparation. En ce qui concerne l'armement, les Stratofortress peuvent être configurés pour différents types de missions. Il existe des porteurs de missiles de croisière, capables d'emporter 12 missiles à ogive conventionnelle ou thermonucléaire. Le missile de croisière aéroporté AGM-86 de Boeing étant l'arme de prédilection pendant l'âge d'or du Stratofortress. Certains bombardiers ont été adaptés pour des missiles anti-navires ou air-sol, tandis que plus de 80 Stratofortress H ont été modifiés pour transporter et larguer des missiles depuis un lanceur rotatif en soute. L'USAFE exploite pleinement cette technologie et l'introduit actuellement sur ses avions de transport. Pour en savoir plus, consultez notre vidéo sur le sujet. Après le retrait des anciennes variantes dans les années 1990, les Stratofortress H ont été modifiés pour accroître leur capacité d'armement. Avec des pylônes modifiés sous les ailes, le B-52H pouvait aussi emporter des missiles anti-navires et des armes de nouvelle génération, comme les bombes JDAM, les bombes planantes à distance de sécurité et le missile air-sol à distance de sécurité. Le Stratofortress a été retiré de la liste des avions capables de larguer des bombes nucléaires à gravité à cause de son manque de furtivité. Au cas où vous ne l'auriez pas remarqué, c'est un gros avion, et il n'a pas vraiment été conçu pour se cacher. Les bombes à gravité exigent qu'un bombardier entre dans l'espace aérien ennemi, de préférence discrètement, pour les larguer. Ce serait une mission suicide pour un Stratofortress en combat moderne, car il est très facilement repérable. Néanmoins, le Stratofortress reste très précieux, en raison de sa capacité d'emport. Bien qu'il puisse théoriquement transporter 70 000 livres, soit 32 tonnes de bombes, le total réaliste est d'environ 62 000 livres, soit 28 tonnes, ce qui est comparable au B-2 Spirit. Le seul bombardier américain qui le surpasse réellement est le B-1B Lancer, qui peut, en théorie je précise, transporter une charge utile de 125 000 livres. Cela n'est cependant jamais arrivé, car l'appareil serait extrêmement lent et difficile à manœuvrer, le Lancer atteignant plus réalistement un maximum d'environ 75 000 livres. Pour sa protection, le Stratofortress était d'abord équipé de la mitrailleuse M3 calibre 50, remplacée plus tard par le canon rotatif M60T, un Vulcan de 20 mm. En plus de ses rôles de bombardement, les anciens Stratofortress pouvaient également être équipés de nacelles de reconnaissance et utilisés comme avions de reconnaissance. Au total, 744 Stratofortress ont été produits en l'espace de moins de 10 ans, la variante G étant la plus nombreuse, et seulement 72 Stratofortress de la variante H restant en service à ce jour. Ils ont été produits en grand nombre grâce aux performances et à la facilité d'entretien du bombardier. Un parcours militaire exceptionnel. Les premiers Stratofortress avaient d'importants problèmes de moteur et divers autres soucis, rendant l'équipage mal à l'aise. Le premier bombardier s'est écrasé en 1956 à cause d'un problème d'alternateur un an après sa mise en service. 2 autres accidents ont suivi la même année, causant 19 morts au total. Même lorsqu'ils s'en sortaient vivants, les équipages des premiers Stratofortress n'appréciaient pas le temps passé dans les airs à cause du cockpit à 2 niveaux.
Le niveau supérieur, où était le pilote, surchauffait à cause du soleil, tandis que l'inférieur devenait glacial. Ces problèmes furent vite réglés, et le Stratofortress prouva son utilité pendant la guerre froide et de nombreuses guerres par procuration entre les États-Unis et l'URSS. Ce bombardier était la référence pour les frappes nucléaires de représailles durant la guerre froide. Les Stratofortress, stationnés aux États-Unis et chez les Alliés, ont participé à l'opération Chrome Dome, les maintenant en alerte maximale et en état de réaction rapide durant 7 ans dans les années 1960. Si l'URSS avait attaqué les États-Unis ou leurs alliés, ces Stratofortress, évoluant près de l'espace aérien soviétique, auraient lancé des armes nucléaires sur l'ennemi. La Stratofortress a démontré sa grande flexibilité opérationnelle dans ce rôle. Même si l'on ne s'attend pas forcément à cela de la part d'un bombardier de cette taille, c'est justement cette taille qui a permis de nombreuses modifications de conception, l'ajout de nouveaux équipements et des adaptations spécifiques aux missions. Il était clair pour tous que l'URSS avait conçu des défenses aériennes très efficaces contre les bombardiers à haute altitude. On dirait que les soviétiques ont créé des défenses aériennes pour contrer la Stratofortress. Par conséquent, afin de conserver leur capacité de frappe nucléaire de représailles, les B-52 devraient voler très bas, ce pourquoi ils n'étaient pas conçus. L'altitude maximale était limitée à 500 pieds, 150 mètres, et cela ne devait pas affecter les performances à haute altitude. Tous les B-52 devaient aussi être équipés de missiles Hound Dog, de leur Quail et d'un système de contre-mesure électronique. Ces modifications ont marqué un grand progrès pour la flotte de B-52, exigeant la mise à jour du radar, l'ajout d'un radar de suivi de terrain, d'altimètres basse altitude et d'autres équipements. Mais en 1963, toutes les Stratofortress avaient été modifiées pour s'adapter à cela. Même si ce n'était clairement pas dans son rôle initial, le B-52 est devenu pendant un certain temps un bombardier de pénétration à basse altitude, illustrant ainsi à quel point cet avion est adaptable. En 1965, 27 B-52F Stratofortress ont été envoyés en Asie du Sud-Est pour participer à la guerre du Vietnam, où elles ont notamment pris part à l'opération Arclight, bombardant un bastion communiste dans le sud du Vietnam. 2 B-52 sont entrés en collision en vol, perdant ainsi les 2 avions et leurs équipages. Ils seraient bientôt remplacés par des B-52D modifiés, utilisés au Vietnam jusqu'à la fin de la guerre. L'un d'eux fut la première Stratofortress détruite par des tirs ennemis en 1972. Bien que les Stratofortress aient déjà abattu un certain nombre d'appareils auparavant, celui abattu par un missile sol-air au-dessus de Vigne fut le premier à tomber sous le feu ennemi. Cela ouvrit les vannes, car plus tard cette année, 15 Stratofortress furent abattus lors de l'opération Linebacker 2, au cours de laquelle la flotte effectua plus de 700 sorties et largua plus de 15 000 tonnes de bombes sur le Nord-Vietnam. La guerre du Vietnam fut également le théâtre du premier engagement RR pour le B-52. Lors de l'opération précédente, 2 Stratofortress furent attaqués par 2 MiG-21 offerts par l'Union soviétique. Les 2 MiG ont été abattus par 4 mitrailleuses de calibre 0,450 à la queue de la Stratofortress, faisant du B-52 le plus grand avion à obtenir une victoire RR. Après la guerre du Vietnam et le début de l'opération Tempête du désert, la plupart des Stratofortress, surtout les versions BAF, ont été retirées du service. Après la dissolution de l'Union soviétique, les B-52 américains ont été retirés de l'état d'alerte du Strategic Air Command. Cependant, il n'y avait aucun plan pour retirer le B-52, surtout avec l'incertitude actuelle entourant le B-1 lanceur, qui était extrêmement coûteux. L'armée de l'air a vu le potentiel de modernisation de la Stratofortress et a élaboré des plans pour en faire un bombardier plus fiable. Cependant, en ce qui concerne la furtivité, il ne devrait même pas être mentionné dans la même phrase que le F-117 Nighthawk ou le B-2 Spirit qui étaient en cours de développement à l'époque. La Stratofortress avait encore bien à offrir. Les variantes G et GNH ont été adaptées pour transporter des missiles nucléaires supersoniques à courte portée, remplaçant les bombes à gravité qui n'étaient plus envisageables à cause du manque de furtivité. Cela leur permettait d'attaquer des cibles sans avoir à franchir leur défense. Un nouveau système de visualisation électro-optique facilite et sécurise les vols à basse altitude pour les pilotes, tandis qu'un système de contre-mesures électroniques améliore l'autodéfense du B-52. Au début de la tempête du désert, les B-52G ont décollé de Louisiane vers l'Irak, détruit près de 90% de leurs cibles, puis sont rentrés en l'espace de 35 heures, établissant alors la plus longue mission de combat. Le rôle du B-52 a été déterminant pendant la guerre du Golfe, puisqu'il a littéralement plongé Bagdad dans le noir, et les troupes irakiennes se sont, à plusieurs reprises, rendues après les frappes, le B-52 étant perçu comme un porteur de malheur. Près de 40% des armes larguées par la coalition provenaient des B-52 américains. Plus tard, avec la chute de l'Union soviétique, seules les versions H sont restées en service, car la version G a dû être détruite conformément au traité de réduction des armes stratégiques, ce qui a conduit à la destruction de 365 B-52 restants, découpés en morceaux. Au XXIe siècle, bien qu'il ait été question dans l'US Air Force de retirer le B-52, le Stratofortress n'est pas près de disparaître, du moins pour l'instant.
Le B-21 Raider, dont nous avons justement parlé dans une vidéo récente, d'ailleurs, si vous voulez en savoir plus à ce sujet, remplacera bientôt le B-2 Spirit et le B-1B Lancer avec sa flotte massive. Mais le B-52 restera en service au moins jusqu'aux années 2040, beaucoup pensant même qu'il atteindra 100 ans avant sa retraite officielle. Après tout ce discours, nous arrivons à la question centrale de cette vidéo. Comment diable la Stratofortress, un bombardier plus vieux que la révolution cubaine, la NASA et le mouvement des droits civiques, peut-elle non seulement être toujours en service, mais aussi être sur le point de devenir plus importante que jamais, car elle sera l'un des 2 bombardiers détenus par l'armée de l'air. Amélioration, facilité d'entretien, coût et avenir. En 1982, le président Ronald Reagan a affirmé que de nombreux B-52 sont plus vieux que leurs pilotes. Eh bien, monsieur le président, ces bombardiers B-52 sont maintenant pilotés par les petits-enfants de ces pilotes. La question du titre de la vidéo peut être divisée en plusieurs catégories. La première que nous devrions examiner est la concurrence. Au XXIe siècle, le rôle du B-52 n'a été menacé que par 2 bombardiers, le B-1B Lancer et le B-2 Spirit. Commençons par le B-2 Spirit. Ce bombardier légendaire pénètre loin derrière les lignes ennemies sans être repéré, contrairement au B-52. Cependant, le B-2 est tristement célèbre pour la difficulté à le maintenir en état opérationnel. Sa technologie furtive avancée est très exigeante, nécessitant des hangars à environnement contrôlé et une équipe spécialisée en permanence. À cause de cela, il ne peut pas être déployé depuis des bases aériennes avancées, et si une mise à niveau ou une réparation est nécessaire, vous pouvez être sûr qu'il sera hors service pendant plusieurs mois, voire plus longtemps. Le B-2 demande 60 heures de maintenance par heure de vol, expliquant ainsi un taux de disponibilité moyen de seulement 30% au début des années 2000. Le B-52 affichait en moyenne 80% à titre de comparaison. L'histoire du Lancer est similaire. Le développement et la production de ce bombardier étaient obscènement coûteux dès le départ, et même les variantes les plus récentes et les plus optimisées du B-1B nécessitent environ 48 heures de maintenance pour chaque heure de vol. Pas aussi mauvais que le B-2, mais guère mieux non plus. Le lanceur est aussi très coûteux à utiliser. Une mission de 12 heures coûte environ $1 million aux contribuables américains, hors armes. C'est, croyez-le ou non, environ 14% moins cher que les coûts de vol du B-52. Mais l'armée de l'air n'en tire pas vraiment profit, car elle compte rarement sur la capacité du Lancer à déployer une quantité folle d'armes. Le lanceur n'a pas la pleine confiance des hauts gradés de l'armée de l'air, à cause de nombreux problèmes de fiabilité à ses débuts. Par exemple, en 1988, le bombardier à $283 millions est entré en service avec un brouilleur radar de pointe qui brouillait son propre radar. Oui, à ce point-là. Il y a aussi quelque chose à dire sur le type de menace que l'armée de l'air a affronté au XXIe siècle. L'environnement de combat moderne n'est certainement pas celui pour lequel la Stratofortress a été conçue. Avec des mises à niveau, il ne le rendra pas obsolète de sitôt. Les talibans, peu réputés pour leur défense aérienne, rendaient l'usage des coûteux B-2 Spirit rarement justifié, tandis que le B-52 moins discret mais plus économique, à exploiter et entretenir, convenait parfaitement à ce rôle. Cela, bien sûr, ne sera plus aussi vrai à l'avenir, même les armées les plus modestes pouvant se procurer une certaine forme de défense antiaérienne, mais pour l'instant, il existe encore de nombreux pays où le B-52 pourrait agir en toute impunité, simplement parce qu'il n'y a aucun système au sol pour le menacer. Sur le plan psychologique, la Stratofortress sert un objectif exactement opposé à celui d'un avion furtif. Alors que le B-2 et le B-21 sont les avions que l'ennemi est censé craindre, car ils pourraient à tout moment percer les défenses sans être repérés, la Stratofortress est là précisément pour être repérée. À sa sortie d'usine, le général Nathan Twining, chef d'état-major de l'armée de l'air, a qualifié la Stratofortress de « chose qui va maintenir ce camarade rouge à sa place ». Des décennies plus tard, quand la Chine a revendiqué un espace aérien contesté en mer de Chine méridionale en 2013, 2 B-52 ont survolé la zone pour démontrer leur force. Un pilote de l'USAF compare cet effet au bœuf, comme il l'appelle, pour « Big Ugly Fat Fellow », qu'il assimile à la tour aux échecs. Peu importe la situation, votre adversaire doit réagir à la position de votre tour sur l'échiquier. C'est la même chose avec la Stratofortress. Le B-21 Raider remplacera les Lancer et les Spirit parce qu'il offre des capacités similaires tout en étant beaucoup plus fiable, plus facile à entretenir et, surtout, moins coûteux à exploiter et à maintenir en état opérationnel. Le B-52 survivra à la première phase de modernisation de la flotte de bombardiers de l'armée de l'air car il reste relativement peu coûteux pour ses capacités. Il transporte tout, des bombes à chute libre aux missiles hypersoniques, ce qui justifie les mises à niveau constantes. La grande adaptabilité du Stratofortress et ses améliorations expliquent sans doute pourquoi ce bombardier légendaire reste en service. C'est un fil conducteur que l'on peut remonter jusqu'au début de la vidéo et à l'histoire du Stratofortress.
Même avant la construction du premier prototype, le B-52 était extrêmement modifiable, et cette flexibilité lui permet de survivre dans un environnement de combat moderne. La cellule peut être ancienne, oui, mais c'est bien la seule chose qui est vieillie. Les B-52 actuels disposent de contre-mesures électroniques et de communication avancées, transmettant et recevant des données comme tout avion de combat moderne. Les capacités d'armement du Stratofortress sont elles aussi en phase avec les nouvelles technologies. La version moderne H a été améliorée avec 66% de charge utile en plus et peut transporter 8 bombes JDAM de 2000 livres, des missiles de croisière Howler en interne. Cela signifie que 2 Stratofortress peuvent transporter 40 armes, contre 36 armes réparties auparavant sur 3 Stratofortress. Les Stratofortress modernes peuvent désormais transporter des bombes intelligentes dans la soute à armes, alors qu'elles étaient auparavant fixées sous les ailes, rendant l'appareil 15% plus économe en carburant. Les B-52 en service recevront aussi de nouveaux moteurs Rolls-Royce F-130, offrant la même puissance mais une meilleure efficacité énergétique et plus de fiabilité. Une fois ces moteurs installés, la nouvelle flotte sera désignée sous le nom de B-52J, ce qui signifie qu'ils sont loin d'être retirés du service et que les Stratofortress s'améliorent en réalité avec le temps. Il convient également de souligner que plus de 700 Stratofortress ont été construits au fil du temps et qu'il n'en reste qu'environ 70 en service actif aujourd'hui. Cela signifie que les ingénieurs de l'armée de l'air ont accès à un immense cimetière de pièces détachées qu'ils peuvent utiliser pour maintenir les B-52 actifs en vol pendant très longtemps. La principale raison pour laquelle l'équivalent aéronautique de la célèbre citation de Vince Carter « J'en ai encore une en réserve » ne prendra pas sa retraite prochainement est qu'il doit combler un vide stratégique dans les plans de l'armée de l'air. L'autonomie et la capacité d'emport du B-21 Raider sont incomparables avec celles du B-52, avec environ 6500 miles d'autonomie et une charge utile d'environ 30 000 livres. Le nouveau bombardier intègre des technologies qui relevaient encore de la science-fiction lorsque la première Stratofortress a été construite. Mais le B-52 peut lancer des armes à distance sans pénétrer les défenses ennemies. Il peut rester en vol très longtemps et délivrer bien plus de munitions que le nouveau Raider. Mais la Stratofortress deviendra obsolète avec le temps. C'est une certitude inévitable, car le temps finit par rattraper tout le monde. Dans un avenir prévisible, le bombardier en service depuis le plus longtemps de l'histoire continuera de voler, grâce à son efficacité, sa puissance, sa capacité d'adaptation, sa flexibilité et surtout son endurance démontrée depuis 75 ans. Merci d'avoir regardé.